Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Est-ce que vous aimez regarder Netflix et Disney+? Grâce à notre sponsor, vous pouvez le faire partout et sans aucune limite. Il vous suffit de vous connecter à CyberGhost, de lancer le service de streaming de votre choix et de profiter de tous les films et séries disponibles, même s'ils sont bloqués pour le public français. Vous pouvez même regarder Attack of Titan ou One Piece. CyberGhost VPN est déjà utilisé par plus de 38 millions de personnes partout dans le monde, notamment parce qu'il ne conserve aucune trace de vos activités en ligne. Vous pouvez mettre CyberGhost sur 7 appareils en même temps et il est compatible même avec les smartphones et les consoles de jeux vidéo. Utilisez le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter d'une réduction de 84%, soit 1,94€ par mois et de 4 mois gratuits. En plus, vous bénéficiez d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Les équipes de support de CyberGhost VPN sont disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour, vous. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez du temple de l'eau dans Zelda? J'ai même pas besoin de vous nommer le jeu, je crois. Quoique, bon, les années passent petit à petit, et même la version 3DS d'Ocarina of Time fête ses 11 ans cette année. C'est un vieux truc de youtubeur jeux vidéo, ça. Se plaindre du donjon, de cette histoire d'eau qui monte et d'ordre implacable des actions. C'est un petit peu la sainte croix du youtubeur débutant. Les blagues sont toujours les mêmes, l'expérience en elle-même ne dévie que très rarement. Et on se souvient toutes et tous, non sans émotion, de ce moment où on a craqué et on a acheté le guide officiel. Fin du trade. Pour être tout à fait honnête avec vous, je crois que j'ai jamais vraiment rien eu avec le temple de l'eau. Peut-être la première fois que je l'ai fait, mais c'est tout. Même plus, je le trouve pas si horrible que ça. Tout bien considéré, je dirais même que je le trouve plutôt logique. J'admets qu'il a un côté plus strict que ce qu'on rencontre jusque-là dans le jeu, mais une fois qu'on a accepté ça, il est pas plus révoltant qu'un autre. Ma bête noire à moi, c'est le temple d'Ikana dans Majora's Mask. Lui, je le déteste pour de vrai. J'ai jamais réussi à trouver ça drôle. Dans un jeu vidéo, quand le sol devient le plafond, que l'envers devient l'endroit et que tu peux tomber dans le ciel, ça me dissuade en général. C'est le seul passage de Majora's Mask qui me fait ça, je crois. Autrement, je fais plutôt partie des gens qui ont tendance à tout lui pardonner, même s'il n'y a pas besoin de plisser les yeux aussi bien fort pour voir qu'il n'a pas bénéficié de tout le soin que la réal d'un Zelda aurait demandé. J'adore Majora's Mask, même si Ocarina of Time est plus sympa. Cela dit, c'est vrai que c'était pas bien fun non plus de se louper misérablement et de tomber dans le temple du Pic des Neiges. De tête, là comme ça, je dirais que tout ce qui est lié à Romani est pas forcément obligatoire et que peut-être qu'à un moment, j'en ai eu marre de me retaper le jour 1 pour transporter la bombe, les aliens, les chevaux, l'arc, le Milky Bar. Hein? Vous resituez? Tout ça pour dire que refaire Majora's Mask, y a pas de problème, je le referai avec plaisir, Ikana qu'à bien se tenir. Mais je me forcerai un peu. Mais je crois que je comprendrai si ça en a rebuté un, ou deux, ou beaucoup d'entre vous qui n'auraient pas eu la foi d'aller jusque-là. C'est tout à fait normal. Cette semaine, vous et moi, nous allons discuter ensemble de passages pas bien cool de très bons jeux vidéo. Ou en tout cas de bons jeux vidéo. Sympas jeux vidéo. De style de ceux qui pourraient vous faire lâcher l'affaire. N'hésitez pas à vous abonner, mais que si la vidéo vous plaît. Pareil, pensez à visiter le Patreon, c'est vraiment bien un Patreon. Gros le chat dans Sonic Adventure. J'aime pas pêcher. De manière générale, j'aime pas pêcher. Je suis désolé pour les quelques seigneurs de la carpe et du goujon qui nous regardent peut-être depuis Essômes-sur-Marne, mais s'il y a bien un genre de jeu duquel vous n'entendrez jamais parler ici, c'est les jeux de pêche. C'est marrant parce que ça fait déjà quand même 2 vidéos qu'on parle des jeux de pêche, mais enfin bref. Parce que j'aime pas ça, figurez-vous. Ou alors si, moi j'aime bien la pêche, mais sans appât, juste avec un caillou au bout de la ligne. Vous voyez, je visualise le caillou dans l'eau, j'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel, c'est entier. Vous comprenez? C'est bien fini. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre les trucs. Peut-être parce que mon père m'a jamais appris, que mon grand-père non plus, que j'ai jamais compris qu'on pouvait s'asseoir sur une chaise et juste attendre toute la journée et repartir broucouille. Non, j'aime pas pêcher. Ce que je comprends surtout, c'est que non seulement j'aime pas pêcher, mais j'aime pas non plus jouer à des jeux de pêche. Il y a de très bonnes séries, bien sûr, et j'ai un très bon copain que vous connaissez peut-être et qui est prêt à tanner tout le monde avec Sega Bass Fishing et tout son bazar. Mais pour moi, la pêche, dans les jeux vidéo, c'est plus rigolo quand c'est un prétexte à un mini-jeu plutôt fun. De tout temps, l'homme a toujours rendu de très mauvaises introductions au bac, mais il a aussi probablement beaucoup aimé ces passages un peu contemplatifs dans des jeux parfois très sérieux. Mon exemple préféré c'est Nier, et l'exemple que j'aime le moins au monde c'est Sonic Adventure. J'adore Sonic Adventure. Par procuration. J'adore ce jeu, bien qu'il divise assez salement.
De nos jours, je crois qu'il est tout pile rentré dans la case de l'adoration démesurée qu'on voue à la fois au jeu GameCube et à la fois au jeu Dreamcast. Dans une espèce de bouillasse amalgamée de hype maladroite et de c'était mieux avant en tout cas. Ce qui est pas tout à fait vrai. Mais il a des qualités, même malgré le portage GameCube pas toujours très au point. Sonic Adventure, c'est celui qui est venu définir au plus proche ce que partagent encore beaucoup de jeux Sonic, avec sa persona de rockstar, son punk rock californien et sa plateforme 3D rapide et nerveuse, même si pas toujours très précise. Dans Sonic Adventure, il y a 6 personnages jouables, et il y a de très bonnes idées, la plupart du temps en tout cas. Alors, avec Sonic, faut finir vite, avec Tails, faut gagner la course contre Sonic, et c'est beaucoup trop marrant tant ça casse le jeu. Knuckles cherche les émeraudes, Amy cherche à fuir le robot qui veut sans doute lui dire des trucs sur son compte formation, et E102 Gamma, c'est un chef-d'œuvre. C'est un miracle narratif dans Sonic, et c'est un parti pris de gameplay qu'on aimerait revoir un jour, quoique peut-être pas, dans un Sonic. Et il y a Big the Cat. Gros le chat, c'est comme vous voulez. Les niveaux de pêche lourdingues, du moins maniable des personnages, dans la réexploitation la plus rincée des niveaux du jeu. Enfin des niveaux, il n'y a que 4 niveaux de Big the Cat qui sont Twinkle Park, Ice Cap, Emerald Coast et Hot Shelter. Mais pourrait y en avoir qu'un seul, ça serait la même soupe. Il faut pêcher Froggy la grenouille, son grand copain, dans une simulation de pêche rincée dont j'ai toujours pas vraiment compris les contrôles, même 23 ans après la sortie du jeu sur Dreamcast. Je ne sais pas pourquoi la canne bouge par grands coups comme ça, je ne sais pas pourquoi Froggy ne voit pas mon hameçon 9 fois sur 10, je ne sais pas pourquoi je dois relancer la ligne toutes les 20 secondes parce que l'IA a décidé que non, elle irait ailleurs, je ne sais pas pourquoi je devrais réellement perdre un bon quart d'heure dans 4 niveaux misérables parce que dans le fond, je ne comprends pas comment on peut être en charge d'un jeu vidéo Sonic en 3D pour la Dreamcast et conclure que franchement des niveaux obligatoires de pêche ça serait super. Ouais, obligatoire. Si tu veux la vraie fin de Sonic Adventure, tu es obligé de passer par là. Pire encore, si tu veux finir Sonic Adventure à 100%, des fois que tu sois un petit peu maso, tu vas refaire les niveaux de Big pour attraper des gros poissons. Je crois qu'il te faut les upgrades pour ça. Il y en a 6 en tout, planqués un petit peu partout dans le jeu. Même maintenant, je ne suis pas certain de pouvoir expliquer comment ça marche. Ni la physique des poissons, ni vraiment le rôle des upgrades, ni la raison qui me pousserait à rester une bonne demi-heure dans chaque niveau de pêche pour des quelques derniers emblèmes qui me manqueraient. Laissez-moi vous dire que vous allez empêcher une jolie poignée de poissons dans Twinkle Park avant de trouver celui qui fait bien le bon poids. La ligne casse facilement, c'est peut-être bien la partie du jeu à l'origine du plus gros taux de sel ever. L'apothéose pour moi c'est le niveau de fin de Big the Cat, avec son boss de fin mémorable. Tu ne vas pas affronter Chaos? Non. Enfin si, mais il y a une astérisque en bas du contrat. Peut-être que le monde est en danger et que tu pourrais y faire quelque chose, mais ce que tu veux, c'est juste pêcher ta grenouille. Je crois que c'est le boss de fin de scénario le plus moisi que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo Sonic. Non, il attaque pas, non, jamais. Chaos 6, son truc contre Big the Cat, c'est plutôt de faire des pas de côté pour esquiver la canne à pêche. Et de se faire avoir en un seul, vraiment un seul et unique lancer de canne à pêche. Fin du jeu, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. Tout ça pour ça, même la Sonic Team a abandonné. L'infiltration dans Castlevania Lords of Shadow 2. Ah, Castlevania, faut être gentil avec les fans de Castlevania, vous savez, hein, c'est eux qui ont le plus souffert dans l'histoire. Et si vous vous posiez la question, Lord of Shadow 2 est quand même sympa. C'est pas le jeu du siècle, mais ça reste un bon jeu si on retire les fameuses phases d'infiltration et qu'on considère Lord of Shadow comme un tout, en y incluant le premier aussi. Avant d'être une bien aimée série de NFT et un pachinko un peu cochon, il y a eu des jeux vidéo Castlevania. Pas tous brillants malheureusement, mais suffisamment pour donner la moitié de son nom à tout un genre de jeu. Le Metroidvania. Oui, c'est Vania dans Metroidvania. Jusque-là, normalement, je ne vous apprends rien. Là où j'aurai plus de chances de vous faire découvrir le truc, c'est quand je vais devoir vous annoncer que Lord of Shadow est le plus vendu de tous les épisodes de toute la série Castlevania, et que même s'il a quelques petits défauts, comme une certaine rigidité, une caméra pas toujours efficace et un framerate aux fraises à l'époque, en tout cas sur PlayStation 3 surtout, ça reste un reboot très solide de la série. Oui, bon, ça ressemble quand même vachement à God of War. La saga des Lord of Shadow divise. Et a raison. Regardez, là, j'ai un fan de Castlevania, et vous voyez, il est divisé. Castlevania Lord of Shadow 2 est un jeu plutôt sympathique. Il est moins bon que le premier, sur tout un tas de points, mais il a quand même de très bonnes idées. J'aime bien qu'il soit moins linéaire, j'aime bien que la caméra ne me fasse plus penser au God of War d'avant la PlayStation 4, j'aime bien le principe d'un grand monde aux éléments interconnectés, c'est ambitieux, quoique pas tant que ça quand on parle d'un Castlevania. Le premier Lord of Shadow était très linéaire, faut toujours s'en rappeler.
Après, il en a d'autres moins intelligentes. Des idées. Les beaux chiffres de vente, c'est bien, mesdames et messieurs de Mercury Steam, mais peut-être bien que c'était pas nécessaire de prendre la confiance à ce point. Le premier jeu a bien marché, vous avez même eu le soutien de Kojima avant le désamour avec Konami. En principe, c'est le moment où tu prends tes jetons et tu sors du casino. Là, ce que je retiens surtout, c'est qu'en termes d'exploration, on troque le très beau monde du premier jeu contre tout un tas de rues modernes et d'usines à la noix. Pas une vraie purge du tout, mais entre ça, le million de gimmicks et le scénario qui se noie très fort, quoique extrêmement lentement, ça fait pas rêver. La pire chose que Lord of Shadow 2 a proposé, c'est ses phases d'infiltration, et il n'y a même pas besoin de contester ça. Je crois que c'est les premiers retours des premiers tests qui sont sortis, les phases d'infiltration, elles puent le caca. Il existe de très bons jeux d'infiltration, de très bonnes séries. Splinter Cell Pandora Tomorrow est un de mes meilleurs souvenirs de jeux d'infiltration. La saga des Metal Gear Solid de Konami, mais surtout de Kojima, n'a absolument rien à prouver à personne. Ce sont des titres qui ont contribué à tailler la formule infiltration dans des jeux vidéo, au même titre que des séries comme Thief, Hitman ou tous vos autres jeux du cœur qui ne me viennent pas instantanément à l'esprit parce que j'aime pas ça. D'instinct, j'aurais tendance à dire que faire un jeu d'infiltration demande par exemple d'avoir des options de game et de level design qui permettent de pas transformer ça en punition. Et c'est pour ça que j'ai jamais été très fan des passages d'infiltration dans des jeux vidéo. Dans des jeux vidéo en tout cas qui ne sont pas des jeux d'infiltration. Comme le passage des Yiga dans Zelda Breath of the Wild ou juste la vraie fin de Metro Exodus. C'est une question de crédibilité aussi. Quand on m'annonce que je vais incarner Dracula, j'ai du mal à m'imaginer que c'est moi qui vais devoir me cacher. Dans ces phases-là qui sont pourtant jamais très nombreuses et jamais très longues au fond, il y a absolument rien qui va, il y a toujours un truc qui coince. Lord of Shadow 2 n'est pas prévu pour l'infiltration du tout. Et ça se sent. Il y a la plupart du temps qu'une seule solution, ce qui fait que je peux pas vraiment vous dire que c'est de l'infiltration. Le jeu n'a prévu qu'une seule et unique manière de gagner sur des phases qui certes ne sont ni longues ni très nombreuses, mais dans lesquelles si tu foires, tu peux échapper à personne, tu te fais fumer direct. Non mais, je joue Dracula. J'ai pas envie de me transformer en rat pour aller croquer des câbles, encore moins pour en prendre une comme Claude François. La pire phase d'infiltration, ou en tout cas un truc assimilé dans lequel tu vas te cacher, c'est Agreus. Et tout son foutu miroir là. C'est le passage le moins logique du jeu, à tout point de vue. À tel point que même si vous avez l'image sous les yeux, il se peut que ça ne se comprenne pas si bien que ça. Il faut fuir quelqu'un. Ou plutôt quelque chose qui peut te tuer en 2-2. Faut pas faire de bruit en évitant les feuilles, imaginez un parcours quasi unique avec la brume et en même temps rusé avec les dashs et les lancers de couteau dans les cloches. C'est de très loin le passage le plus frustrant de tout Lord of Shadow 2. Et le pire arrive un tout petit peu plus tard quand on affronte comme le boss qui pouvait nous tuer en un seul coup juste avant, dans un des plus rincés des combats de boss du jeu. C'est bien la peine de faire genre t'es chaud comme le pot d'une Mitsubishi si c'est pour se faire bolosser de l'ethmoïde en pariétal pendant le second quart-temps. Le platforming dans les Souls. J'aimerais beaucoup vous parler d'Elden Ring. Je serais super content de vous parler d'Elden Ring parce que j'adore Elden Ring. Croyez-le ou pas, si ça vous chante, mais beaucoup de gens ont découvert les productions de From Software à travers Elden Ring. Il a une philosophie différente des Souls, déjà parce que c'est un grand monde ouvert, et ensuite parce que les options de gameplay permettent d'envisager plus de manières différentes de gérer les situations de danger que dans les Souls. Ou tout simplement la possibilité de sauter. Enfin, sauter facilement, j'entends. Si on étend la série des Souls à tout ce qui a suivi, la vraie simplification du saut est apparue avec Sekiro, et ça répondait à une demande de game design beaucoup plus verticale qu'avant. C'est pas mal du tout, spécialement quand le jeu raconte l'histoire d'un shinobi armé d'une prothèse de bras grappins du futur façon Spencer de Bionic Commando, sauf que cette fois-ci, le jeu il est bien. Avant cet épisode-là, la commande saut, ça avait toujours été des manipulations toutes sauf intuitives, avec à l'esprit l'immersion de se faire troller en demandant au joueur d'appuyer sur L3 pour faire un bond en avant pendant un sprint. C'est à l'image de beaucoup de choses dans les Souls. Tout pété, mais ça fait partie du charme. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Sekiro ou dans Elden Ring, je peux envisager avec sérénité des phases de platforming, parce que je peux sauter facilement, de manière en tout cas beaucoup plus conventionnelle, grâce à une touche saut. Ce serait quand même relativement saugrenu de proposer des épreuves de saut dans un jeu dans lequel t'as pas vraiment de commande pour sauter, non ? On va maintenant crever l'abcès. L'exemple le plus évident qui vient à l'esprit, c'est bien entendu le fameux Bed of Chaos du premier Dark Souls.
On en a déjà parlé et il y a de fortes chances que n'importe quelle personne qui a joué à Dark Souls premier du nom en dise la même chose que nous. Il y a beau avoir un pattern, le coup du boss platforming qui te tue instantanément en faisant des trous dans le sol à une vitesse plus élevée que celle de ton personnage, c'est pas drôle. Après, est-ce que c'est la peine d'en faire des caisses ? Je ne crois pas non plus. De vous à moi, j'avoue être souvent mort de chute dans Dark Souls, comme contre l'hydre, par exemple. Il n'y a pas vraiment de physique de l'eau, hein. Tu vois pas tes pieds, alors dès que t'es dans une zone dans laquelle t'as plus pied, tu tombes dans un canyon sous l'eau, et tu meurs instantanément. C'est qu'un élément parmi un océan de trucs un petit peu pétés dans le premier Dark Souls, qui ont été améliorés par From Software dès le deuxième épisode. Ma piste est la suivante et j'aimerais vous en parler. L'équilibre entre les Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring, c'est justement cette balance qu'il y a entre la tentation et la punition. À force d'y jouer, j'ai eu l'occasion de remarquer que les instants platforming des jeux de From Software servaient la plupart du temps à deux choses. Première réponse, permettre un raccourci ou l'accès à une zone plus ou moins cachée, et deuxième réponse, promettre l'accès à un objet planqué. Dans le premier cas, ça peut être plus ou moins facile selon la nature du jeu. Dans le deuxième cas, c'est horrible la majorité du temps, mais ça fait partie du jeu. À point tel que c'est rigolo de regarder les taches de sang sur le sol et de voir comment l'idiot du jour se serait viandé. Et souvent l'idiot du jour, c'est moi. Je suis inspiré, voici un haïku. J'ai beaucoup mouru, soirée d'été trop chaude, et ses doigts mes trous. C'est pas le bon nombre de syllabes, je sais, mais l'émotion ne s'efface jamais vraiment. Ma limite personnelle pour me dire que c'est mal foutu se situe au moment où je lâche l'affaire et que je pars en quête d'un guide sur YouTube. C'est pas si courant que ça, mais j'avoue ne pas avoir passé un instant agréable dans l'atelier de Bloodborne. Déjà, on ne voit rien, même avec la torche. Ensuite, c'est millimétré. Et enfin, même à l'époque de la Super Nintendo, j'ai jamais aimé les sauts de l'ange. Heureusement que c'est jamais bien long. Ravi de voir que From Software s'est donné les moyens de répondre à sa volonté de verticalité avec le temps. Aucune envie de rejouer au premier Dark Souls, cependant. C'est pas forcément ça le fond du problème non plus. Je crois peut-être être le seul à qui ça fait ça, mais j'ai toujours eu l'impression que le platforming cassait le jeu. Il n'y en a pas des masses qui sont imposées à celle ou celui qui vient juste faire le tour du propriétaire, mais j'ai malgré tout toujours quelques réticences à le faire dans ces trois jeux-là. Puis je suis en train de vous raconter des conneries depuis le début, ça s'est jamais vraiment amélioré, il y a ça aussi dans Elden Ring. C'est le passage pas obligatoire du tout pour avoir la fin Seigneur de la Flamme Exaltée. Sans aller jusqu'à spoiler, on doit aller chercher un monstre qui a été banni au fond d'un trou, qui est peut-être un tombeau, mais qui à mes yeux est plus une sorte de puits horrible avec du platforming tout pourri via des plateformes minuscules sur lesquelles tu dois parfaitement tomber sinon tu meurs instantanément. Bien sûr ça suffit pas, il y a aussi des monstres qui t'attendent et qui peuvent te pousser, si tu glisses c'est fini. C'est le pire passage de tout le jeu. Ma théorie à moi, c'est que From Software s'est dit « Ah mais les sauts, c'est trop facile, qu'est-ce qu'on peut faire de pire avec un bouton saut disponible ?» La chasse dans Assassin's Creed. Comme tout un tas de gens, j'aime beaucoup la série des Assassin's Creed. Comme tout un tas de gens encore plus gros, j'ajouterais que le cœur de la série à mes yeux, c'est l'axe Ezio Auditore, avec Assassin's Creed 2 comme sommet de la saga tout entière. Je suis moins dithyrambique sur ce qu'il s'est fait après, même si ça a pu être bien sympa. Oui, moi j'aime bien Assassin's Creed 3. Et mon problème est né avec Assassin's Creed 3. Et mon problème est probablement très personnel. Assassin's Creed 3 est un jeu dont le récit prend place dans l'Amérique coloniale du XVIIIe siècle et dont les deux protagonistes sont Haytham et Connor Kenway, un duo père-fils séparé par l'habituel diptyque assassin templier. Rien de si neuf que ça jusque-là. Connor a la particularité qu'il est issu de l'union d'une mère Mohawk et d'un père britannique, et ce qui fait un peu le sel du personnage, c'est de vivre son héritage culturel avec lui. Je préfère le 2, mais Assassin's Creed 3 est un super jeu qui lie les capacités d'assassin de Connor avec l'harmonie avec la nature, qui est carrément une partie de son identité culturelle. C'est pour ça que je suis pas surpris par l'exemple de voir Connor chasser, tout en acrobatie Yamakasi. Je suis peut-être un peu sensible, mais j'ai du mal avec le concept de chasse dans Assassin's Creed. Pas que d'ailleurs, dans Red Dead Redemption aussi c'est compliqué. C'est peut-être même plus compliqué dans Red Dead Redemption en fait, qu'est-ce que je fais? Encore que dans le 3, ça va, entre guillemets. La chasse est un ajout qui a été fait à la série à partir du 3 simplement parce que le héros Connor, descendant de natifs américains, vit de la chasse. Ça, je l'accepte sans trop broncher. C'est justifié dans le scénario parce que, historiquement apparemment, ça permettait de fournir de la nourriture à certaines villes reculées de la frontière américaine, au moins autant que c'était une activité lucrative. La crédibilité historique, bon, on va pas se mentir, c'est pas mon critère premier d'appréciation d'Assassin's Creed, sinon je m'arracherais les cheveux. Mais bref, il y a un côté purement social de la chasse qui est expliqué dans le jeu aussi, à travers les
les défis de la société de chasse, alors admettons, reste que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec l'idée de traquer et de tuer un lynx ou un cougar, mais ça me paraît pas incohérent. Admettons. Le truc qui me fait tiquer à la sortie de chaque Assassin's Creed, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont justifier la présence de certaines quêtes, mais surtout des mini-jeux de chasse. Parce que les mini-jeux de chasse, ils reviennent à chaque fois, un petit peu comme une tradition. Admettons que dans Assassin's Creed Black Flag, la chasse soit justifiée par le fait qu'on incarne un pirate. Le braconnage ne me paraît pas déconnant comme activité de pirate, parce qu'on est des pirates. Mais quand même, est-ce que c'était bien nécessaire de carrément mettre en scène la chasse aux grands animaux marins, avec l'image du héros torse-poil, huilé comme un papa bourré à un match de foot catégorie poussin, et qui lance des harpons comme Naruto lance des Rasengan? Ah, moi aussi j'ai lu Moby Dick, hein, j'ai la ref. Alors qu'un petit coup de couteau discret dans des animaux déjà rares à l'époque, ça passe comme papa dans maman. Ça ne me gêne pas. Ou moins en tout cas. Mais là, la scène ultra laborieuse où l'animal fraîchement buté est remonté à la mano sur le bateau, ça me fout un petit peu mal à l'aise, d'autant plus qu'on n'a pas de gestion ni de la viande ni de l'huile dans le jeu. Même le pétrole est arrivé un petit peu plus tard dans la série. Je dis Graisse. Non, puis autant Connor, il abuse pas forcément. Par contre là, c'est particulier, hein. Les associations loi 1901 de chasseurs sont toujours légales à ce que je sache, mais là, Edward de Black Flag, même une fois sur Terre, il n'hésite pas à aller éclater des panthères blanches. Et faut se calmer monsieur, pirate ou pas j'ai pas envie de faire ça, surtout quand le jeu m'y force plus ou moins, parce que c'est le seul vrai moyen d'améliorer mon équipement. Si vous voulez me faire une activité lucrative, montrez-moi que c'est lucratif, parce que même quitte à farmer, les ressources animales ne rapportent pas un copec dans le jeu. Et c'est à partir de Rogue que j'ai commencé à grincer des dents. Shay, parce qu'il s'appelle Shay, c'est pas un chasseur, ni même un pirate. C'est un assassin quelque peu remonté. Le jeu lui-même se la joue souvent mi-figue mi-raisin, coincé entre Assassin's Creed 3 et Black Flag. C'est pour ça qu'on a gardé le bateau, j'imagine. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'occasion de constater que le jeu hésitait même plus à te forcer la main pour aller buter des ours polaires, dans des arènes de plus en plus mises en scène. En QTE, parce que tant qu'à faire, autant rendre ça ludique. Ah bah il a bon dos le réalisme historique. Vraiment, encore une fois, je suis désolé, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop sensible, mais je pense que, voilà, pour les prochains Assassin's Creed, on peut se séparer sans trop se poser de questions de ce mini-jeu de chasse, de la chasse de manière générale. C'est pas forcément cohérent, c'est pas forcément utile, ça apporte pas grand-chose. J'étais pas surpris de voir cet échange lunaire entre Ubisoft et des associations de protection des animaux à propos de la présence ou non de la chasse, et surtout de la manière dont elle est mise en scène. Connor est le meilleur exemple de rapport à la chasse selon moi, mais peut-être bien que Bayek aussi a des raisons tout à fait valables de chasser. Avis peut-être divisif, mais je suis content de voir l'évolution qu'a prise la chasse dans Odyssey et Valhalla. Pas spécialement fier de farmer des animaux de plus en plus réalistes, mais au moins on le glorifie plus, c'est déjà ça. Si j'avais une simple question pour vous, ce serait sans doute: c'est quoi le pire passage de votre jeu vidéo préféré? On peut reprendre l'exemple de Zelda du début de la vidéo, parce que j'adore Wind Waker, mais je dirais que pêcher la Triforce, c'est pas fou non plus. D'autant plus qu'une fois tout ça remis dans le bon contexte, c'est surtout un cache-misère qui tente vainement de faire oublier que le jeu est sorti en catastrophe sur GameCube, et qu'il manque un truc comme 2 donjons. Avouez que c'est dommage, hein. En plus, j'aime pas la pêche, surtout quand ça implique des émeraudes du chaos. Wind Waker est cependant un excellent jeu vidéo, et je vous le conseille. Je pense que le pire des moments dans n'importe quel jeu, c'est celui qui ne vient répondre ni à l'offre proposée par le gameplay, ni à la demande des joueurs. Présenté comme ça, je ne parlerai plus tellement de pire passage du jeu vidéo plutôt que de passage superflu du jeu vidéo. Les meilleurs jeux selon moi seraient alors ceux qui m'offriraient une option pour subvertir ces passages-là. Et c'est même un peu comme ça que je détermine si une suite de jeux vidéo est réussie ou pas. Alors question supplémentaire, parce que je sais déjà que vous êtes plutôt créatif, est-ce que vous sauriez comment faire pour arranger le plus mauvais passage de votre jeu vidéo préféré? C'est comme ça qu'on peut faire évoluer des genres tout entiers. Pour l'heure, je vous enjoins à vous abonner à la chaîne et à scruter le Patreon si ça n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que Typhon d'Espace Mystique, ça n'annule pas les effets des cartes. Si vous pensez le contraire, c'est que vous vous êtes fait avoir. C'était Ico, ciao! Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter d'une réduction de 84%, soit 1,94€ par mois et de 4 mois gratuits.